pour enchaîner, on parlait d'allaitement maternel, on parlait de nouveau-né normal jusque-là, et donc là, ce nouveau-né ou ce nourrisson normal, quels sont les besoins alimentaires qu'on va lui proposer, d'accord? Les objectifs de cours, c'est de connaître les besoins nutritionnels du nourrisson, de quoi il aurait besoin cet enfant. Connaître les besoins énergétiques, hydriques, protéiques, lipidiques et glucidiques. Connaître les principales vitamines de supplémentation, qu'est-ce qu'on va proposer pour supplémenter ce bébé. Donc comme plan, on aura l'introduction, donc les intérêts du cours, les besoins énergétiques en protides, en glucides, en lipides, en eau, en sels minéraux, en vitamines, puis on va conclure. Donc le développement d'un nourrisson normal, normalement, devrait passer par des apports alimentaires adéquats, que ce soit en quantité qu'en qualité. Donc on ne parle pas que de la quantité, mais aussi de la qualité de ce qu'on va donner à cet enfant pour lui assurer une croissance normale et donc qui serait, ce qu'on va lui proposer va être adapté à ses fonctions digestives et rénales. Et là, je vais attirer votre attention une bonne fois pour toutes sur le lait de vache. Quand on dit capacité digestive et rénale, c'est beaucoup plus les reins, les kéklolas. Ça, quand vous donnez du lait de vache à un bébé, c'est hyper concentré, c'est hyper riche en sels minéraux et ça pourrait bloquer les reins de nouveau-né, ça pourrait entraîner une insuffisance rénale assez grave, c'est sérieux. Donc maintenant, si on est vraiment dans le besoin, qu'on ne peut pas donner autre chose que cette famille nous bloque, sachez que cet enfant, ce lait, quand c'est mot coupage, c'est-à-dire vous le diluez, il faut le couper à 5 fois sa valeur, c'est-à-dire pour arriver à ce qu'on devrait donner et ne pas être toxique pour les reins du nouveau-né, si vous donnez maintenant 10 cc de lait de vache, il faudrait la couper avec 50 cc d'eau, la concentration qui devrait être plus ou moins proche de ce qu'il devrait prendre. Donc quand on dit le lait maternel pour le bébé et le lait de vache pour les veaux, c'est pas dit comme ça, c'est parce qu'on sait très bien que les capacités rénales sont dépassées quand vous donnez du lait de vache. Les intérêts du cours, guider une bonne nutrition, donc la première des choses, pallier aux troubles liés à une alimentation déséquilibrée, parce que de toutes les manières, si vous donnez une bonne nutrition, forcément vous n'aurez pas d'alimentation déséquilibrée et c'est très important. Les besoins énergétiques, ce sont les besoins du métabolisme de base et de repos. Donc on va lui donner des besoins qui vont couvrir son énergie pour pouvoir réaliser ce qu'il devrait faire. La thermogénèse aussi, ce sont les besoins qui vont l'aider à avoir une bonne thermogénèse, c'est-à-dire ne pas avoir froid déjà, réguler sa température centrale. Son activité musculaire, s'il n'y a pas d'énergie, donc il n'y aurait pas d'activité musculaire, et bien sûr sa croissance. Ils sont variables selon l'âge. Ce qu'on va proposer à un nouveau-né, un nourrisson, un grand enfant. Et quand vous allez voir, et surtout en période pubertaire, un enfant plus il augmente l'âge, et surtout quand il est la puberté, il a des besoins qui augmentent parce qu'il fournit beaucoup plus d'efforts. La surface cutanée aussi, elle joue son rôle, parce que de toutes les manières, dis-moi qu'on a tel exemple de la déshydratation. Vous voulez réhydrater un nourrisson de 2 mois, mais chez quand vous réhydratez un grand de, je sais pas, de 10-12 ans. Parce que sa surface cutanée, le liquide, il ne faut pas apporter plus que ce qu'il en faut. Il faudrait donner le juste milieu. Quand vous donnez plus ce qu'il en faut, qu'est-ce que vous risquez de faire? Une hypervolémie. Et donc, ceci dit, c'est un enfant qui peut se mettre en OAP. Tout simplement parce que l'enfant a des problèmes. Quand on n'a pas de pompe, ou plutôt de nutri-pompe, ou de seringue autopulsée, les SAP, tu ne peux pas maîtriser le flux que tu donnes à l'enfant, la perfusion, la quantité. Et si vous passez cette perfusion rapidement, vous risquez de le tuer, c'est clair. Donc, il faut toujours faire attention à la quantité qu'on donne par rapport à la surface cutanée de ce bébé. Et puis le climat aussi. Pour avoir le maximum d'énergie en hiver, on mange beaucoup. En été, on peut s'en passer. On va boire beaucoup de boissons, prendre des fruits et ça marche. Par contre, quand le climat est froid, et quand je dis froid, un bébé prématuré, il y a le froid du climat, il y a le froid aussi du milieu extérieur. Donc, il est plus hypotherme que nous-mêmes. Donc, il faudrait quand même s'adapter, donner l'énergie suffisante pour que cet enfant s'acclimate. Et puis, l'activité physique qui est encore importante, parce que quand vous faites une activité qui est intense, vous avez besoin de plus d'énergie et ça va de soi. Donc, l'âge et les apports énergétiques, vous allez voir que ça va changer par rapport à l'âge et ça va en diminuant. Ça va vous paraître bizarre? Non, parce que de toutes les manières, un petit nouveau-né, il a plus besoin d'énergie qu'un grand. Il est là, il ne bouge pas beaucoup, mais il consomme beaucoup. Il a besoin, surtout pour réguler sa température. Pour téter, déjà, c'est un effort pour lui. La téter, déjà, c'est un effort pour un enfant. Tu vas le faire courir un nouveau-né, non. Mais déjà, pour téter, il lui faut de l'énergie. Donc, un nouveau-né, il lui faut 110 kcal kg jour.
3 mois, 3 ans, c'est 100 kilocalories. 4 à 6 ans, c'est 90. 7 à 10 ans, c'est 80. Et vous allez voir que chez le garçon, on a plus besoin d'énergie que chez la fille. Ça, c'est physiologique, on ne peut pas le changer. D'ailleurs, même des jumeaux de la même maison, et vous allez trouver que le garçon, il consomme plus. Donc c'est tout à fait normal parce qu'il a besoin pour assurer l'énergie suffisante, d'avoir des apports plus importants. Et même quand on avance dans l'âge. Donc ces besoins énergétiques, donc, ils sont répartis comme suit. Le maximum, ce sont des glucides. 40 à 60%, ils doivent être représentés par les glucides. Quand je dis les glucides, les glucides, on va les trouver dans pas mal de choses. Dans les sucres lents aussi, dans le riz, dans les pâtes, dans beaucoup de choses. Et puis les lipides, 30 à 40% sont couverts par les lipides et 10 à 15% par les protides. Les besoins en protides, ils ont un rôle qui est plastique. Et bien sûr, il faut avoir des protides pour pouvoir survivre. La construction cellulaire et donc assurer la croissance des bébés, on devrait avoir le taux de protides qu'il faut. Et puis, les besoins sont de 2 à 3 grammes par kilo. Les protéines animales, ils vont nous donner les acides aminés indispensables. Les protéines végétales, leur valeur nutritionnelle, elle est différente selon la protéine. Et sachez que les protéines de l'œuf sont les meilleures. Les meilleurs. Les protéines de l'œuf, les protéines que tu as كاملين. هذا بالك عندي ماما كتقول لي quand je parle de la diversification, مادام ما عنديش واش نشري اللحم. تنقول لها مادام عندك واش تشري بيضه كدير درهم. والبيضه راه احسن من اللحم. Donc ça c'est un langage que vous devriez avoir et comprendre. Dans notre contexte, il faut s'adapter aux apports des familles. C'est clair, mais il faut diversifier correctement, comme il se doit, selon ce qu'on a. Et moi, je me rappelle de mon maître, d'un professeur Bennis, elle est partie à la retraite maintenant et elle nous enseignait la gastro-entérologie pédiatrique et je me rappelle très bien, on faisait la tournée une fois, on est arrivé sur un kwashiorkor. Vous allez voir ça quand on va voir la malnutrition protéino-énergétique. Un kwashiorkor, c'est un bébé qui naît normalement, qui est bien, qui évolue bien. À un certain moment, il va commencer à nous faire des troubles qui sont dus à la malnutrition. Et donc, il va donner la fausse idée d'être bien. Il est œdémacié. Alors que c'est juste des œdèmes. Quand tu mets ton doigt, il y a l'œdème qui prend le godet. Mais ce n'est pas une masse musculaire à dire. Il est là, il ne mange rien, il est abattu et quand on va chercher, on va trouver tout en désordre. Je me rappelle très bien, on est arrivé chez une maman qui avait un bébé kwashiorkor, on avait du mal à le faire décoller. Et elle lui pose des questions. Les sardines en boîte, on peut les proposer même quand on n'a pas les moyens de toutes les manières. Les sardines, ils sont très très bons. D'ailleurs, les enfants lycée forts en mathématiques, il faut leur proposer des sardines. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est logique, c'est ce qu'il y a. Au-delà de l'âge de 7 mois, proposer des sardines au bébé. Il va ramener du poisson menayin. Il faut être logique. Il a les sardines en boîte, vérifier cette date de péremption et lui donner. L'essentiel, c'est que le manque et la carence n'existent pas. Vous me comprenez? Donc la carence va entraîner une malnutrition protéino-calorique. MPC, c'est la malnutrition protéino-calorique. J'utilise quelques abréviations, mais au fur et à mesure, j'en parle. L'excès va entraîner à l'inverse une acidose, une hyperazotémie, voire carrément une fièvre. L'excès bzef, donc les protéines le dopage, il ne faut pas trop gaver l'enfant. Les besoins en glucides, leur rôle énergétique est connu, il est primordial. Et vous allez voir, voilà, c'est adapté à leur pourcentage qu'on devrait donner, c'est 10 à 15 grammes par kilo, très important. Les sources d'hyaloglucides, c'est le lait, surtout le lactose, le sucre le plus présent dans le lait en général, c'est le lactose. La dextrine, maltose et la saccharose. Les fruits, ils vont nous offrir d'autres sucres type fructose, surtout glucose et amidon. Et la carence va entraîner une cétogénèse. Et donc, c'est l'enfant qui va puiser dans ses réserves. Et donc, on va se retrouver avec un enfant qui va se puiser dans ses réserves. Il va se mettre carrément un coma de l'hypoglycémie. Il va frissonner. Et d'ailleurs, ça nous arrive. Même pendant le jeûne, pendant le mois de Ramadan, ça nous arrive. On se met en hypothermie, parce que de toutes les manières, le bird, et il n'y a pas assez d'énergie pour pouvoir compenser. Et puis, vous allez vous retrouver aussi avec, normalement, des besoins qui sont très importants. Et des fois, l'hypoglycémie. Donc, c'est très important. Les glucides devraient être présents en continu et d'une manière assez importante. L'excès, diarrhée acide, obésité. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire consommer que les produits. Il y a les produits laitiers qui contiennent du glucide, il y a du sucre lent, mais pas forcément les sucres rapides. L'excès va entraîner une diarrhée acide, voire une obésité, donc il ne faut pas tomber dans l'inverse. Les lipides, ils ont un rôle énergétique, oui, important. Absorption des vitamines, ils sont là, s'ils ne sont pas là, on ne va pas pouvoir
à absorber les vitamines qui sont dites liposolubles, ADEK, ADEK. Les vitamines liposolubles, ce sont les vitamines ADEK, et s'il n'y a pas de lipides, on ne va pas pouvoir les absorber, donc il nous faut ces lipides-là. Ils sont là pour produire les sels biliaires et puis pour faire marcher les hormones au niveau de la glande surrénale, au niveau des glandes génitales. C'est très important. Les régimes alipidiques ne sont pas du tout dans notre alimentation. Des fois, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a des stérilités qui ont été traitées juste par adaptation du régime. Il y a des moments où les régimes faramineux, Internet, elle traite sa stérilité, mais en ne faisant pas attention qu'elle est en train de bousiller autre chose à côté parce qu'elle est en régime. Quand vous dites le régime, je ne la stérilité, mais des fois, c'est juste le fait que vous n'ayez pas assez de lipides pour faire circuler vos hormones correctement, vous n'allez jamais tomber enceinte, madame. Donc, il faudrait vraiment faire attention à ce qu'on mange. Le rôle plastique, les phospholipides, c'est surtout pour élaborer les cérébrosides. Et si on n'a pas ça, le cerveau ne va pas fonctionner correctement. Ce sont de neurotransmetteurs qui sont là et qui vont faire fonctionner le cerveau. Les besoins sont de 2 à 3 grammes par kilo. Donc les lipides et les protéines, c'est pareil. Les glucides, c'est 10 à 15 grammes par kilo. Donc les acides gras essentiels, les lipides, c'est les acides gras essentiels. Les polyinsaturés sont les mieux assimilés. Et il y a les non saturés, mais qui sont indispensables. Ce qu'on appelle l'acide linoléique, linolénique et arachidonique, ils servent comme neurotransmetteurs pour faire marcher le cerveau correctement. Et vous allez voir qu'on va trouver l'acide linoléique dans l'huile végétale, donc qu'on va demander plus, consommer plus le végétal, et l'acide linolénique dans le maïs, le soja et l'huile de tournesol. La carence va entraîner des troubles cutanéo-muqueux. Donc, ça, la peau, elle va souffrir. Un retentissement cérébral qui est quand même assez important parce que tous les neurotransmetteurs cérébraux fonctionnent grâce aux lipides et l'excès peut entraîner une intolérance digestive. D'ailleurs, quand on consomme beaucoup de lipides, on a tendance à vouloir vomir parce qu'on a une intolérance digestive. Les besoins en eau, il faudrait savoir que le nourrisson, donc le pourcentage du poids d'eau, c'est 77%, est représenté que par de l'eau. Et que cette eau, l'enfant, il est petit, le pourcentage, il est plus grand. C'est pourquoi le risque de déshydratation, il augmente plus l'enfant est petit. On a grand, pour arriver à la déshydratation, il va vraiment, je sais pas, par contre, un petit, il suffit qu'il fasse de la diarrhée pendant 2 heures, il peut une diarrhée liquidienne profuse peut faire tuer un bébé en l'espace de 2 heures. Donc là, il faut faire attention. Une hypothermie avec une sudation excessive, un enfant que vous gardez attaché à sa ceinture, une voiture, le siège, pendant 1 heure, en plein été, vous rentrez, vous sortez après 1 heure, il est décédé. Et il y a eu des cas comme ça. Des parkings de voitures, il y a des mamans, les jeunes, donc il faudrait faire attention, c'est des petits qui ont la masse corporelle qui est très représentée par de l'eau et plus on les expose à des situations de détresse, des enfants qui se déshydratent rapidement et risquent de décéder. Donc les besoins sont variables selon les pertes digestives, quelqu'un qui vomit beaucoup, forcément on va lui proposer plus d'eau. Celui qui fait de la diarrhée énormément, il faut lui proposer plus d'eau parce qu'il risque de se déshydrater. La température, en période estivale, bien sûr, on a plus tendance à vouloir boire. D'ailleurs, un enfant qui est à la plage, la maman, il risque de se déshydrater. Et puis, le régime alimentaire aussi. Faire attention, quand vous proposez beaucoup de glucides, c'est un enfant qui a tendance à vouloir boire. Parce que le melha, pareil. Donc, généralement, les 2 premières années, on ne propose pas ce qu'on appelle c'est quoi les poisons blancs? C'est le sucre et le sel. Donc les 2 premières années, pas de sucre, pas de sel, à part le naturel qui existe au niveau des fruits, qui existe déjà à la base de l'alimentation, l'adiyya. D'accord? Et puis l'âge aussi, plus on est petit, plus on est prédisposé à faire une déshydratation. La carence va entraîner une déshydratation, l'excès, une hyperhydratation. Donc c'est rare où on a une hyperhydratation, c'est quand vous avez des troubles type potomanie. C'est quoi la potomanie? C'est quelqu'un qui consomme beaucoup d'eau tout simplement et c'est des maladies qui peuvent simuler des problèmes, un diabète insipide. Un enfant qui est potomane, même des adultes potomanes, c'est et qui a le même tableau d'un diabète insipide, il y a une polyurie qui est excessive, il faudrait juste recontrôler cette quantité d'eau qu'on donne, mais c'est vraiment très rare. Calculer, c'est une question que je pose assez souvent et j'aime bien cette question parce que j'aimerais bien que vous compreniez pourquoi je la pose. Donc calculer l'apport hydrique chez l'enfant, les tranches de poids corporel et les apports. Par exemple, vous avez un enfant qui a un poids qui est entre 0 et 10 kg, par exemple, fait 5 kg. Par exemple, on va lui proposer pour des apports hydriques journaliers 100 cc kg, donc 100 x 5.
هو فيه 5 كيلو donc on va donner 500 cc. Maintenant il a entre 10 et 20 on va proposer 50 cc kilo. Est-ce que vous croyez que ملي غادي يوصل من 10 ل 20 غنعطيه غير 50 cc كيلو c'est-à-dire فيه 10 كيلو شحال غتعطيوه 500 non vous rajoutez هاد la quantité اللي وصلنا بها ل 10 على هادي vous comprenez c'est-à-dire فيه 10 كيلو وتبتوا معايا الله يخليكم concentrez-vous bien parce que c'est important. Vous avez un enfant qui fait 10 kilos, les 10 kilos l'ouela, on les calcule sur ça. C'est-à-dire 10%, ça fait 1000 cc. Et au-delà de 10, il a fait 12, ديك 2 كيلو الثانيه هي اللي كتضربها في 50. جوج في 50 بحال هو فيه 12 كيلو، 10 الاولى كتكالكولا à la base de 100 cc kilos et les 2 kilos qui entrent dans cette tranche, vous comprenez, كتكالكولا في 50. Maintenant s'il a 26, donc عندكم 100 في 10 كيلو الاولى، 50 في 10 كيلو الثانيه وعندكم 6 au-delà de 20 kg, tu calcules à 25. Vous comprenez? Je vous ai fait un exemple, de toutes les manières, vous allez retenir mieux. Pour un enfant de 12 kg, comptez 10 kg à 100 cc kg, plus 2 kg à 50 cc, ça va vous faire 1100 ml. D'accord? C'est ça les apports hydriques à donner. Et puis pour un enfant de 22 kg, comptez 10 kg à 100 cc kg, 10 kg à 50 et 2 kg à 25, ça fait 1550. Je sais que vous êtes tous scientifiques, donc ça ne va pas vraiment trop vous embêter. Les besoins en sels minéraux, donc le calcium. Le rôle du calcium, c'est l'édification du squelette. Donc, calcium, l'excitabilité neuromusculaire. Donc, la source du calcium, c'est toujours bien sûr le lait et ses dérivés. Et les besoins sont entre 500 à 1200 mg par jour selon l'âge. Le phosphore, son rôle, c'est l'édification du squelette. Il a un rôle énergétique et métabolique. On va le trouver surtout dans les céréales et dans les poissons. Les besoins sont là selon l'âge et l'absorption intestinale, elle est très importante. Sachez qu'en matière de lait maternel, vous avez le rapport calcémie sur phosphorémie qui frôle les deux. C'est-à-dire la calcémie et 2 fois la phosphorémie dans le lait maternel, chose qu'on ne va pas trouver dans les laits artificiels, dans aucun lait artificiel. Les sociétés de lait, ils essayent de mimer le lait maternel, ils ne sont jamais arrivés à ce rapport-là. Donc il n'y a pas mieux que le lait maternel, pour qu'on le sache. On se rapproche. Le meilleur lait, un rapport à 1,8, le meilleur lait sur le marché. Mais le 2, on n'arrive pas à l'avoir. Et la phosphorémie, quand elle est importante, c'est le cas du lait de vache, elle va toucher les reins, elle va attaquer les reins, et donc c'est pas bien. Le fer, son rôle, c'est la formation des globules rouges, bien sûr. Prédisposition à l'anémie si on n'a pas assez de fer. La source, c'est les légumes, les fruits et les viandes, mais les légumes surtout à feuilles vertes. On propose beaucoup plus les épinards, on propose les lentilles. D'accord? On propose les fruits, les viandes, surtout les viandes rouges. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça, il y a le potiron, le potiron aussi, on le propose quand vous avez une anémie. Les betteraves, les besoins 1 mg kilo jour. Et il y a les autres électrolytes qu'on va trouver beaucoup plus de tout ce que, les fruits, légumes, tout ce que vous donnez. Les besoins en vitamines, elles sont toutes indispensables. La vitamine D, c'est pour prévenir le rachitisme. Normalement, nous allons parler le rachitisme dans notre contexte. Parce que normalement, ça ne devrait pas exister. Déjà, le programme qui a été instauré par le ministère de la Santé il y a des années, on donne déjà une bonne dose de charge. Donc normalement, on ne devrait pas avoir de soucis par rapport à ça. La dose de charge est largement suffisante. Et on est, alhamdoulilah, un pays ensoleillé. Donc la vitamine D, ce n'est pas ça ce qui manque chez nous. Les pays européens, ils ont plus besoin de ça parce que c'est des pays où il y a beaucoup plus l'hiver que l'été et le soleil qui chauffe vraiment qui touche. Donc normalement, on donne des doses quotidiennes de vitamine D, ce n'est pas notre cas à nous. Et puis la vitamine C, donc elle a un rôle dans la défense anti-infectieuse et bien entendu, on va le trouver dans tout ce qui est orange, dans tout ce qui est tomate, autre chose. La vitamine A, formation de pigments rétiniens et là aussi, il faut, la vitamine A, elle n'est pas suffisante. Donc on supplémente au niveau du système de santé par le rétinol à partir de l'âge de 6 mois. La vitamine K, elle est là pour fabriquer les facteurs vitamine K dépendants, le 2, 7, 9 et 10. D'accord? Les facteurs vitamine K dépendants, de les hématologies, ou la pas encore de donc les facteurs vitamine K dépendants, le 2, 7, 9 et 10, s'il n'y a pas de vitamine K, ils ne vont pas fonctionner. Et donc, bonjour les hémorragies, bonjour les problèmes. Pour prévenir la maladie hémorragique du nouveau-né aussi. Pour conclure, la ration calorique, elle devrait être suffisante chez ces enfants-là. Elle devrait être équilibrée pour assurer un développement et bien sûr entretenir la croissance du nourrisson. L'état clinique, c'est le meilleur test d'appréciation. Et merci pour votre attention.